Il avait survécu à des dizaines d'opérations militaires. Il avait fait abattre un hélicoptère. Une prime de 15 millions de dollars pesait sur sa tête. Le 23 février 2026, tout s'est terminé dans une ambulance militaire. Et pourtant, certains pensent qu'il n'est pas mort ce jour-là. Si vous tapez Jalisco sur Google Images, vous verrez des champs d'agave à perte de vue, des couchers de soleil orange sur des collines sèches, des petites églises blanches au milieu de nulle part. C'est beau, c'est calme. C'est aussi l'endroit le plus dangereux du continent américain. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, au sang dans les rues, aux corps pendus aux ponts autoroutiers, aux vidéos de décapitation postées sur les réseaux sociaux, comme on poste une story Instagram, il faut oublier tout ce que vous croyez savoir sur les cartels mexicains. Oubliez Pablo Escobar. Oubliez ses jets privés, ses eaux et ses fêtes avec des mannequins. Escobar était un showman. Il voulait qu'on l'aime. Oubliez El Chapo. Oubliez ses tunnels, ses évasions spectaculaires, ses interviews avec Sean Penn. El Chapo était une star. Il voulait qu'on le connaisse. L'homme dont on parle aujourd'hui ne voulait rien de tout ça. Pas de fête, pas de caméra, pas de magazine. Lui, il voulait une seule chose, que vous ne sachiez même pas qu'il existe. Et c'est exactement pour ça qu'il est devenu le plus puissant de tous. Plus puissant qu'Escobar à son apogée, plus riche qu'El Chapo au sommet de sa gloire, plus violent que les États à leur pire. Son nom, Nemesio Oseguera Cervantes. Mais dans les montagnes du Jalisco, dans les villages où les gens parlent à voix basse, on ne prononce pas ce nom. On dit juste El Mencho. Et si vous n'avez jamais entendu parler de lui avant aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il voulait. Regardez bien cette image. Regardez-la attentivement, parce que pendant 20 ans, c'est tout ce que le monde avait. Une photo, une seule, floue, pixelisée, on dirait une capture d'écran tirée d'une caméra de surveillance des années 90. Et pourtant, c'est avec ça, avec ce visage à peine visible que la DEA, le FBI, Interpol et l'armée mexicaine ont essayé de traquer l'homme le plus dangereux de la planète. Pensez-y une seconde. On vit dans un monde où votre téléphone vous reconnaît par le visage, où des satellites peuvent lire une plaque d'immatriculation depuis l'espace, où chaque caméra de rue, chaque transaction bancaire, chaque appel téléphonique laisse une trace. Et malgré tout ça, El Mencho est resté invisible pendant 2 décennies. Pas de compte bancaire à son nom, pas de téléphone personnel, pas de propriété enregistrée, pas de véhicule tracé. Il ne parlait jamais au même lieutenant 2 fois de suite. Il changeait de maison toutes les 72 heures, parfois toutes les 24. Ses propres hommes, les commandants de terrain, ceux qui tuaient pour lui, qui mouraient pour lui, la plupart ne l'avaient jamais rencontré. Il recevait des ordres, par messager, par code, par des gens qui eux-mêmes ne savaient pas d'où venait l'ordre. El Chapo, quand il a été arrêté en 2016, les Marines mexicains l'ont trouvé grâce à un simple SMS qu'il avait envoyé à une actrice. Un SMS, c'est tout ce qu'il a fallu. El Mencho, lui, n'a jamais envoyé un message, jamais passé un appel, jamais laissé une empreinte numérique. Et quand les autorités ont essayé d'infiltrer son cercle, on a retrouvé les agents, en morceaux, avec un mot épinglé sur le torse. C'est ça la réalité d'El Mencho. Pas un criminel flamboyant, pas un narco de série Netflix, un fantôme, un système, une machine à tuer sans visage. Et si vous vous demandez comment un homme pareil finit par tomber, comment on capture quelqu'un qui n'existe nulle part, restez. Parce que ce qui arrive dans la suite, même Hollywood n'aurait pas osé l'écrire. Et si cette histoire vous captive, un pouce en l'air et un abonnement, ça prend 2 secondes. Et ça m'aide à continuer à raconter ces destins que personne d'autre ne raconte. Mais avant sa chute, il faut que vous compreniez jusqu'où il est monté. Et ça commence par un jour de 2015, où El Mencho a déclaré la guerre. Pas à un cartel rival, pas à un gang de rue, à l'armée mexicaine.
Le 1er mai 2015. État du Jalisco. Route de campagne. Un convoi de la police fédérale mexicaine progresse lentement sur une route de terre. 15 véhicules blindés, des dizaines d'agents armés jusqu'aux dents. Au-dessus d'eux, un hélicoptère militaire Cougar. 8 tonnes d'acier, rotors, mitrailleuses, blindage renforcé. L'objectif, pénétrer le territoire du CJNG et frapper vite. Arrêter des lieutenants d'El Mencho. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'El Mencho les attend. En quelques minutes, le convoi tombe dans une embuscade. Des tirs viennent de partout, des collines, des fossés, des véhicules garés au bord de la route. Et puis, un son que personne dans ce convoi n'avait jamais entendu. Un lance-roquettes RPG pointé vers le ciel. L'hélicoptère est touché. 8 tonnes d'acier et de métal s'écrasent dans un champ de maïs. Tous les occupants sont morts. Au sol, les policiers du convoi sont massacrés. 15 agents tués. Des dizaines de blessés. Les survivants fuient à pied à travers champs en abandonnant leurs véhicules. Ce jour-là, un cartel de narcotrafiquants a abattu un hélicoptère de l'armée. Comme s'ils étaient un État. Comme s'ils étaient une armée. Parce que c'est exactement ce qu'El Mencho avait construit. En 2015, le CJNG n'est plus un cartel. C'est une armée privée. Des milliers de soldats. Des véhicules blindés artisanaux, les fameux monstruos, des camions recouverts de plaques d'acier avec des tourelles sur le toit. Ils ont des drones de surveillance, des lance-grenades, des armes de guerre achetées aux mêmes fournisseurs que certains gouvernements. Et surtout, ils ont la terreur. Quand le CJNG prend une ville, il ne négocie pas. Il ne corrompt même pas. Il envoie un message. Des corps suspendus à des ponts, des têtes déposées devant les commissariats, des banderoles signées. Ici, c'est El Mencho qui commande. En quelques années, le CJNG est présent dans 35 pays. Europe, Asie, Australie. La DEA le classe comme la menace narcotique numéro 1 au monde. Et l'homme derrière tout ça reste invisible. Toujours la même photo floue, toujours aucune vidéo, toujours aucune trace. Le gouvernement américain offre 10 millions de dollars pour sa capture, puis 15 millions. Rien ne se passe, personne ne parle, personne n'ose. Pendant 10 ans, El Mencho a été intouchable. Et puis, le 23 février 2026, quelque chose a changé. Quelqu'un a parlé. Pendant 10 ans, la plus grande puissance militaire du monde, les satellites de la DEA, les informateurs, les forces spéciales mexicaines, tout ça n'a pas suffi. El Mencho était un fantôme. Et puis, un jour, quelqu'un a parlé. On ne sait pas encore qui. Un lieutenant fatigué, un rival, peut-être un proche. Mais une information est remontée jusqu'au service de renseignement américain. Et cette information contenait un mot, un seul, un nom de ville, Tapalpa. Tapalpa, c'est une petite ville à l'ouest de Mexico. Des collines, des forêts de pins, de l'air frais. Le genre d'endroit où personne ne viendrait chercher l'homme le plus recherché du continent. Et c'est exactement pour ça qu'il était là. Ce dimanche de février 2026, l'armée mexicaine lance une opération. Pas une descente de police. Une opération militaire avec l'appui direct du renseignement américain. Les détails exacts restent classifiés. Ce qu'on sait, c'est que les hommes d'El Mencho ont résisté. Des affrontements violents. 7 membres du cartel sont tués. 3 militaires sont blessés. Et au milieu de ce chaos, El Mencho est touché, grièvement blessé. L'armée mexicaine tente un transfert par voie aérienne vers Mexico. Un hélicoptère, une course contre la montre. Mais quelque part entre Tapalpa et la capitale, entre les montagnes et le ciel, Nemesio Oseguera Cervantes, dit El Mencho, cesse de respirer. L'homme que personne ne pouvait trouver, l'homme que personne ne pouvait arrêter, l'homme dont on n'avait même pas une photo nette, est mort dans un hélicoptère militaire, au-dessus d'un pays qui l'avait mis à genoux. Et c'est là que l'histoire aurait pu se terminer. Mais elle ne s'est pas terminée, parce que le Mexique, lui, s'est embrasé. En quelques heures, le CJNG a répondu. Des bâtiments incendiés dans plusieurs États, des véhicules en feu sur les routes, des barrages routiers dressés à travers le pays, notamment dans le Jalisco, là où tout avait commencé. Des pays entiers ont demandé à leurs ressortissants de ne pas voyager au Mexique. La France, les États-Unis, d'autres encore. Les écoles ont fermé, les administrations aussi. Les vols ont été annulés. Un seul homme,
était mort et un pays entier retenait son souffle. La présidente Claudia Sheinbaum a demandé le calme. Elle a parlé de victoire. Et dans un sens, elle avait raison. Abattre El Mencho, c'était un symbole immense, une démonstration de force, un message envoyé au monde entier. Mais dans les rues de Guadalajara, dans les montagnes du Jalisco, dans les villages où le CJNG fait la loi depuis des années, personne ne célébrait. Parce que tout le monde savait ce qui allait suivre. On a tué le chef, mais le monstre qu'il a créé est toujours vivant. Et la vraie question, celle que personne ne veut poser à voix haute, c'est est-ce que la mort d'El Mencho va arrêter quoi que ce soit ou est-ce qu'elle vient de rendre les choses bien pires? Il y a une image que les Mexicains connaissent bien. Une hydre, un serpent à plusieurs têtes. Tu en coupes une, il en repousse deux. Pablo Escobar a été tué sur un toit de Medellín, abattu par les forces spéciales colombiennes. Le monde a applaudi et la cocaïne n'a jamais cessé de couler. Les cartels colombiens se sont fragmentés, multipliés et le trafic a migré vers le Mexique. El Chapo a été arrêté 2 fois, puis extradé aux États-Unis, enfermé dans la prison la plus sécurisée du pays, au Colorado. Le monde a applaudi, maintenant El Mencho est mort et le monde applaudit. Mais voilà ce que les gros titres ne disent pas. Le CJNG ne repose pas sur un homme, il repose sur un système. Des routes de distribution dans 35 pays, des laboratoires de fentanyl qui tournent jour et nuit, des alliances avec des gangs locaux sur chaque continent, des milliards de dollars de revenus annuels, des milliers de soldats armés qui n'ont jamais vu le visage d'El Mencho et qui s'en fichent. Ce système ne meurt pas avec un homme, ce système survit. Il mute, il se réorganise. Et puis, il y a l'autre question, celle qui fait mal. El Mencho avait des enfants. Sa fille, Jessica, a été arrêtée aux États-Unis en 2021 pour blanchiment d'argent. Son fils, El Menchito, est détenu au Mexique depuis 2022. Mais un cartel comme le CJNG, ce n'est pas une entreprise familiale qu'on ferme quand le patron disparaît. C'est un empire. Et les empires, quand le roi tombe, ils ne s'effondrent pas, ils se déchirent. Et c'est ça le vrai danger. Parce qu'un cartel unifié sous un chef unique, aussi brutal soit-il, c'est un cartel qui a des règles, une hiérarchie, une logique. Un cartel sans chef, c'est le chaos, des lieutenants qui se retournent les uns contre les autres, des territoires disputés, des civils pris entre les lignes. Le Mexique ne l'a pas encore compris, ou peut-être qu'il le sait déjà. Peut-être que c'est pour ça que personne ne célébrait dans les rues de Guadalajara ce dimanche-là. Nemesio Oseguera Cervantes est né dans un village pauvre du Michoacán, un endroit sans école, sans hôpital, sans avenir. Il a grandi dans un monde où la seule échelle sociale disponible passait par la violence. Il est devenu policier, puis trafiquant, puis chef de guerre, puis fantôme, puis légende. Maintenant, il est mort. Mais la misère qu'il a fabriquée, elle, est toujours là. Les villages sans avenir sont toujours là. Les gamins de 14 ans qui rejoignent les cartels parce qu'ils n'ont rien d'autre sont toujours là. Et tant que ça ne change pas, il y aura toujours un prochain El Mencho. La question, ce n'est pas comment il est mort. La question, c'est combien d'autres sont déjà en train de naître.